Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Entre deux Geeks, qui est ici Steven et qui est Saul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que, ouais, comme on disait, 53e, on est à un épisode d'avoir une année complète si on joue un épisode. 52, 54. Non, mais une année, c'est 52 semaines, donc on vient de le passer. Ah, c'est vrai. Tu pensais qu'il y avait combien de semaines d'une année, mon ami? 72. Ok. Que toi, c'est comme une saison de baseball, c'est interminable une année. Interminable, c'est que je suis capable. Je suis carré, moi. C'est long! C'est long, je suis capable. Ouais, tu écouté le dernier épisode au moins, cette fois-là? Je l'ai écouté en partie. En partie. Ben poche, hein? Ben, qu'est-ce que je te dis? Je le starte souvent, mais je le finis pas au complet. Man, tu scrapes mes stats. Ben, c'est pas vrai. Je l'écouterai plus d'abord. Venez nous suivre sur Twitter, Facebook. Comme tu disais, grosse activité Facebook, Ouais, c'est cool. Ouais. Des remerciements à donner. Ouais, je vais remercier les gens. On va se faire une fame list au début. Tu sais, un genre merci à, là. Ouais. Merci. Juste pour avoir liké, ben, on va dire merci à Sam Lévesque qui a liké, c'est quand même pas. Léo Boujalil et un nouvel ami, Mathieu Téléfoglou. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mon ami Mathieu. Mais, bon, on va voir. Bienvenue dans la gang des En deux Geeks. En deux Geeks? C'est fun de pas être juste en deux geeks, mais être en plusieurs geeks. Donc, tu mets des news cette semaine avant que j'ouvre mon dossier parce que là, avertissement pour tous, aujourd'hui, on parle de lutte. Donc, si vous voulez quitter, c'est le moment. Ben non, c'est pas le moment, on va faire les nouvelles avant. Ah, c'est vrai, la boîte de news, puis après ça, vous quitterez. Moi aussi, je vais quitter tout ça. La boîte! Ouais, je vais parler tout seul. Ouais. Non, je vais essayer de suivre. J'ai une culture générale quand même. Ouais. Fait que t'ouvres la première news qui sort de là, c'est quoi? Première news. Nintendo, sont en guerre contre tous les sites de ROM et ont gagné celle-ci face à Emu Paradise, le site numéro 1 mondial. Faisait 18 ans qu'Emu Paradise nous fournissait des ROM et des émulateurs de toutes sortes. Peux-tu être franc avec toi? Ça fait longtemps en tabarnak que je suis pas allé sur ce site-là. Ben moi aussi, parce que je me suis fait des packages. Ouais, ça fait longtemps, ça. Je les traîne depuis très longtemps. Puis moi, je suis beaucoup de genre à aller sur les torrents là, pour aller chercher ce que j'ai besoin, là, moins sur le site direct. Et en fait, quand j'allais sur ces sites-là, c'est plus sur aller chercher l'émulateur que le ROM comme tel. Mais dernièrement, ce que je faisais souvent, mettons, c'est aller sur les sites web. Des émulateurs, ouais. Ouais, non, mais des sites web, tu peux jouer en streaming, tu sais, mettons, pas en streaming, mais les jeux de Game Boy, c'est sur un browser. Ouais, t'as rien besoin de downloader, t'as accès à ça. Mais ça aussi, il va finir par tomber. Un jour.
Mais toujours est-il que le mois passé, Nintendo a fait une mise en justice contre 2 sites de ROM, Love ROMs puis Love Retro. OK. 150 000 $ par copyright violé, puis 2 millions par marque de commerce violée. OK, ouais, c'est quelque chose. Non, c'est certain, t'as pas de cadeau à Noël. Non, c'est fini. Non, pour une coupe de Noël, tu pourras pas gâter ta blonde. Fait que les autres sont fermés. Ils ont tout retiré ce qu'ils pouvaient, qui est en lien avec Nintendo. Puis, Emu Paradise, ils ont eu la chienne. Fait qu'ils ont même pas attendu d'avoir la mise en justice. Ils ont dit, on peut pas Close the door. on peut pas supporter de tel montant. Nous autres, on close tout de suite. Fait que, moi, ce que je trouve pas dans tout ça, je peux bien comprendre que Nintendo veut protéger ses droits. Mais c'est parce que tes livres pas, les jeux, ils sont nulle part. Donne-moi une librairie disponible, Sur accessible. la Switch, c'est pas ça qu'ils ont fait de Nintendo? C'est pas la liste complète. Là. OK. Fait que c'est ça le problème. Donne-moi tout ce qui existe. Ouais, rendez-le accessible. Puis il y en a aussi là-dedans qui qui ont jamais été localisés en américain. Mettons Mother 3, là, c'est Earthbound, dans le fond la suite de Earthbound. Là. Earthbound, c'est Mother 2. Je ferai un dossier Mother à un moment donné. Mais il y a le jeu Nintendo qui est comme la préquel d'Earthbound, c'est Mother 1. Il y a Mother 2, puis il y a Mother 3 qu'on n'a jamais vu parce qu'il n'a jamais été localisé en anglais aux États-Unis. C'est resté sur Famicom au Japon. Fait que moi, j'ai été capable de jouer à ce jeu-là sur émulateur, par des ROM, par du monde qui l'ont localisé eux autres mêmes. Bon vieux jeu de Dragon Ball, l'RPG, là, qui a jamais sorti aux States, qui a jamais même traduit pour vrai en anglais. Là. Ouais, il est juste traduit, il est juste en japonais, puis un fan sub qui est genre à moitié du jeu. Là. Même si je l'ai jamais vu au complet là, en anglais, je voudrais jouer à ce jeu. Voilà. Là. Ben, ça, c'est une coupure sur la connaissance collective. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans La qui se bonne perd. vieille librairie d'Alexandria qui a brûlé, là, c'est exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. C'est aussi grave. Aussi grave, même c'est pire. la 15e merveille du monde. Là, Un livre de papier, là, c'est combien de pages de code, mettons? T'sais, c'est bien plus long à programmer un jeu qu'écrire un livre à la plume, ça devait être long. Il y a quelqu'un qui a distribué sur Twitter un jeu qui c'est comme le worm là, que tu manges une pile puis il grandit là, sur Twitter en codé. Il a fait la code, l'a publié sur Twitter, ça rentre dans. Puis avec le Twitter upgrade, c'est 58 caractères. Là. Fait que. Mais parchemin dans le temps, le monde ne savait pas écrire. Là. Tu résumes ça un tweet de 150 caractères à cette heure-là. Ça n'existait pas les emojis dans le temps. Hein? Ouais, les lol, pis ça, pour dire. Je me suis esclaffé. Lol. T'en sauves-tu du temps? Ouais. Donc, broyer sur les ROM, puis aller les chercher, ces torrents, c'est le temps, là, il existe des packages de Nintendo. Donc, j'achète-tu une fortune dans mon stick dur présentement? Non, je te dis qu'ils sont encore disponibles, ces torrents. Ça va valoir une fortune. Mais allez chercher une Raspberry Pi, puis torrent, t'es mes amis. Next news! So, là, on va dans le quoi de hard. Désolé pour les images, mais moi, j'aime le sujet. Ouais, les Allemands vont pouvoir jouer à Wolfenstein de façon non censurée maintenant. Parce que depuis 1998, un moment où c'est qu'il y a eu un procès contre Wolfenstein 3D, le jeu à l'ordinateur qui est précurseur de des first-person shooters. Vous pouvez voir Hitler. Ouais. Fait qu'en 98, il y a eu un procès contre ce jeu-là, puis le gouvernement a décidé de suspendre toutes les représentations des nazis, c'est-à-dire la croix gammée, puis la moustache d'Hitler. Yeah. De quelque forme d'art ou de culture que ce soit. Est-ce qu'il y a les chambres à gaz encore dans l'âge? C'est pas... Non, moi, il n'y a pas de chambre à gaz. Non, mais ça, c'est comme dans Le Petit Prince. S'il te plaît, dessine-moi une chambre à gaz. C'est pas clair. T'sais. Je vais te dessiner une building avec des briques. Je vais dire à l'intérieur de ça, il y a une chambre à gaz. Okay. Fait que, pour revenir au sujet principal... C'est pas mal dans le sujet. Depuis 20 ans, c'est impossible de pouvoir avoir joué une version non censurée. Puis la censure, souvent, c'était de mettre un triangle à la place de la Zazniska. Puis y a on enlevait la moustache d'Hitler. Fait que c'était un bonhomme, pas de moustache. Puis on disait Hitler. Hitler. Tu lui mettais un name tag Hitler. I am. Puis là, en crayon blanc. Puis là, t'écris Hitler dessus. Fait que... Mais, cette semaine, le gouvernement a décidé d'assouplir la loi.
Et à la demande et à la pression incessante de l'Association allemande de l'industrie des jeux vidéo, donc les geeks ont du poids en Allemagne, il sera autorisé sur certaines conditions, les différents symboles que j'ai mentionnés tantôt. Puis c'est un comité, l'USK, le comité des nations allemands, qui va valider et se pencher sur chaque dossier individuellement. Fait qu'il va falloir qu'ils mettent leur sceau d'approbation sur Wolfenstein. Non, mais en gros, c'est les règles, c'est genre pas promouvoir le mouvement nazi. Hein. En gros, c'est ça. On s'entend, c'est aussi simple que ça. Eux autres, c'est correct. Eux autres, c'est couvert sous la loi des symboles d'organisation anticonstitutionnelle. Ah, mais il va y avoir des accommodements raisonnables. Mais... Non, mais ils vont, dans le fond, c'est pour qu'ils puissent apparaître des jeux vidéo, ça fait la même. Mais faut pas que le monde en abuse, puis que le monde en mette dans tout et n'importe quoi. Fait qu'il va vraiment avoir un comité qui vont étudier chacun des dossiers sur la clause d'adéquation sociale. Puis là, je vais sortir mon allemand. Cette clause-là s'appelle la Social Dark-Clause. Fait que ils vont bien se pencher là-dessus, puis ils vont donner un saut d'approbation. Ça passe-tu? Ben, ou ça passe pas? Moi, je pense que ça va passer. La plupart des jeux, ça ne promouve pas. Tu sais, mettons dans Wolfenstein, c'est sûr que ça va passer. Je veux dire, je vois pas qu'est-ce qui est offensant là-dedans. T'sais. Non, mais tu sais, mettons quelqu'un qui fait un jeu de millipède rétro, c'est que le vaisseau qui tue des extraterrestres, c'est un symbole nazi avec une moustache dessus, puis que les extraterrestres, c'est des juifs à boudin. Fait que, tu sais, cette personne-là, j'imagine son jeu là, qui essaierait de sortir sur Steam, là, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur Steam là, qui sortent de cette qualité-là. Là. Le problème, c'est que je les browse pas assez. Je fais pas partie de la clientèle. Mais, de ce genre lui, de il serait barré. Ouais. Mais tu sais, tu te souviens là, du jeu sur Steam là, de quelqu'un qui voulait faire un tueur d'une école, là? Puis tu pouvais être soit le tueur, soit... J'ai fait un là-dessus. Ouais. Mais tu sais, c'est sur Steam encore, puis ça aussi, ça n'a pas passé pour les affaires gouvernementales. Fait que c'est tout pour gérer des astuces de morons alimentaires comme ça, tu sais. Trop de caves sur la planète. Comme je dis toujours, trop de caves sur la planète. Je pensais que tu je dis toujours. Je suis en vacances. Ben ça, c'est la solution au problème. Moi, j'ai dit qu'il y a trop de caves sur la planète. La solution, si tu dis que c'est ça, on va y aller, là, je sais pas. Non, mais ça, c'est... je sais pas, hein. Non, mais est-ce qu'il y a déjà eu des génies qui sont nés de caves? Parce que si tu sais, dans le fond, tu fais peut-être juste couper des arbres qui semblent laids, mais dont les fruits sont excessivement prometteurs. Ouais. On va passer au prochain sujet. Ouais. Il est plus léger. Plus léger un peu. Très léger, j'espère. Sonic, le film. Yes. On a Jim Carrey qui sera dans le casting et sera le docteur Robotnik, le méchant avec la moustache incroyable. Va-tu garder sa grosse barbe? Ben, il va falloir qu'il y ait une moustache, parce que de ce que je comprends, ça va être en live action. Mais il y a tellement de grosses barbes présentement que s'il coupe juste la barbe, il garde les moustaches. Il va faire des grosses moustaches. Ben, c'est ça, ça fait tout intéressant. Il y a une barbe de Moïse. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que, ben, ça, je te dis, ils vont garder moustache, ils vont atteindre d'orange. Mais il y a la face de l'emploi, là. Il y a une phase de mal mental. Fait que, il a confirmé la nouvelle. Il était présent à une convention, la Television Critic Association, où c'est qui présentait une série télé dans laquelle il participe, Killing. Je l'ai pas vu, puis je peux pas donner de détails là-dessus, parce que j'ai pas été assez vaillant pour faire la recherche là-dessus aujourd'hui. Donc, Jim Carrey ouais, je sais bien, j'étais trop occupé à job. Si je peux tomber à vacances, la qualité de mes podcasts vont s'améliorer. Si je peux gagner à l'auto, la qualité de mes podcasts vont diminuer, je m'en vais dans le sud. Ensuite, Jim Carrey, dans cet événement-là, le TCA, il a confirmé sa participation au film. L'acteur canadien, quand la question « Comment vas-tu créer ce personnage, toi, l'homme aux 1000 visages? » Il a répondu « Magie! » Et avec un brin de désespoir. Il va-tu incarner le personnage comme qu'il a fait dans son film avec... Je sais pas, hein. S'il fait vraiment essayer de rentrer dans la tête... Oh non! C'est faut que je détruise ça! Il a fait Man on the Moon. Ouais, c'est ça. Quand il a interprété un humoriste américain. Je l'ai sur le bout de la langue, Calvaire. Ah, d'accord. On reviendra tantôt. Quand il va me revenir dans la tête. Fait que... ensuite... On a confirmé dans la même nouvelle Duffman. Ouais. Hein? C'était quoi son prénom? C'est Duffman? Non, c'est pas Duffman. Non, je sais plus. C'est pas Duffman. En tout cas, Variety, le journal Variety a confirmé que Ben Schwartz serait aussi de casting et qui serait la voix de Sonic. Bon, je vais finir par la faire, ma nouvelle. Hein? Jusqu'au bout. Fait que ce gars-là,
Il fait aussi la voix de Duck dans DuckTales Reboot. Toi, tu es un fan de DuckTales. Il faudra faire un Retro Challenge DuckTales à un moment donné. Faudrait le faire. Ou faire le 2, j'ai jamais fait le 2. Puis il va faire la voix de Leonardo dans Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh yeah, yeah, yeah. Donc, toi, t'étais-tu un gros fan de Sonic dans le temps? Je te dirais que le premier, oui, sur Game Gear. Tu sais, dans le temps, il y avait Game Gear. J'ai joué pas mal sur le premier, mais j'ai jamais joué aux autres après. J'ai rejoué sur Dreamcast, celui du Dreamcast, quand il était sorti. Cool. Mais à part ces deux titres-là, je te dirais que j'ai jamais joué. Moi, j'avais bien trippé sur le premier au Sega Genesis. Là. Il y a un de mes chums qui l'avait. Okay. Avais-tu écouté les comics quand on était jeune qui passaient à Global War Fox? C'était drôle quand même. Je les ai vus, je pense, sur Netflix qu'ils avaient, que j'avais commencé à les écouter. C'était pas. C'est un personnage. C'était des styles manga, là, un peu plus. Là, donc les animes étaient plus faits, genre style japonais, un peu. Là. Ouais. C'est un personnage qui a du potentiel parce qu'il y a un bon lore puis il y a beaucoup de personnages autour. Là. Il y a Knuckles, il y a Tail, il y a la petite Rose. C'est ça que Sonic, c'est une des inspirations de Toriyama. Ah ouais. Tu sais, Sonic qui se transforme en Super Saiyan, pas mal pareil. Hein? Il se transforme en Super Saiyan. Il devient tout jaune, Sonic, c'est un de ses pouvoirs. Puis, en tout cas, c'est inspiré. Ouais, Toriyama a pris un peu l'inspiration de Sonic quand il a créé Super Saiyan en 87. Sonic, ça venait juste d'apparaître, je pense. Puis, il aurait pu s'inspirer aussi de l'étoile dans Mario Bros. Ça a fait la même affaire. Mais j'avais vu un parallèle avec Sonic. Il y a plein de choses que Dragon Ball, tu fais comme, Chris, oui, ça ressemble en tabarnak. Puis, tu sais, c'est tellement transformé que tu le vois pas. Mais tu fais comme, ben ouais, c'est pas si loin que ça. Là. J'avais trouvé ça pas, il faudrait que je ressorte ça. Moi, je trouve que Mario, avec une fleur en étoile, fait bien plus ce Super Saiyan. Il lance des boules de feu. Non, mais t'as jamais vu un Sonic transformé. Ouais, je sais, je l'ai déjà vu. Mais... Pareil. Hein. Donc, c'est tout pour Sonic. On y reviendra quand on aura des images. Oh! Ok. Mes oreilles. Donc, QuakeCon de 2018, qu'il y a en ce moment. Doom Eternal a été présenté avec 15 minutes de gameplay. Ouais, t'as-tu regardé? Oui. T'as de la malade. Pratiquement complète. Oh oui, c'est vraiment écœurant. Je suis excité. Fait que, tu es un gros fan de Doom? Maladement, trop. Je les ai pas mal tous joués, en tout cas les principales, là. Le 1, le 2. Ouais, c'est ça. Puis... Le 2. Hey, wow. Là, ils mettent plus de chiffres, c'est Doom. Là. Doom, il n'y a jamais eu de chiffres, là. Puis ils embarquent encore, c'est Doom Eternal. Ils n'ont pas voulu l'appeler Doom 2 encore. En gros, tu sais, Doom, le personnage qui n'a pas de nom, là, c'est le Doom Slayer, là. On a battu les créatures démoniaques sur Mars. Exact. Okay. Après ça, on a été les battre en enfer pour avoir la Sainte Paix. Puis, par la suite, là, dans Doom Eternal, les créatures envahissent la Terre. Puis là, c'est Shit It Defend. Puis Brazil. Puis c'est l'invasion de la Terre par les créatures démoniaques. Fait que ça va être dans des milieux très urbains. En pleine destruction, comme la guerre des mondes et dans cette guerre. J'aime vraiment le look que ça donne. Les looks, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Le ciel tout le temps rouge, la guerre, c'est très impressionnant. Puis c'est très nerveux. Il y a beaucoup d'ennemis partout. Tu te sens vraiment envahi à ce moment-là. Le personnage a une nouvelle armure avec une lame rétractable, fait que qui est sur le bord du poing. Il y a beaucoup de combats au corps à corps. Juste laisser un coup de poing, puis aussi juste découper les créatures au complète. Là. Donc, ça a l'air super dynamique avec des mouvements adaptés maintenant avec des dashs rapides, des double jumps, un grappin que tu peux utiliser pour t'agripper ses ennemis, puis t'as quasiment volé d'un bout à l'autre, puis adapter ton attaque autour de l'ennemi. Ça a l'air vraiment, vraiment dynamique. Là. Quasiment un platformer, mais en first-person view. Là. Fait que ça va être le problème des Doom, c'est toujours linéaire à date. Ouais, le genre de voir. Le genre de voir si on prend cette direction-là, puis c'est pas clair encore. J'ai fait des recherches un peu sur le jeu, pas trop de détails. T'sais, on a vu des images de gameplay, mais ça veut. C'est toujours un vidéo. Fait que si moi je joue puis ça revit la même affaire, moi c'était le problème des Doom. Je déteste un jeu. À l'époque, c'était normal, le premier Doom, que ça soit relativement linéaire. Mais quand le deuxième Doom a sorti, c'était l'époque où c'est que les jeux devenaient de moins en moins linéaires. Puis c'était vraiment old style, le deuxième Doom. Je sais pas si tu t'en souviens un peu. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un défaut. Le deuxième Doom n'était pas si hot que c'était beau graphiquement, c'était exceptionnel, là, mais c'était pas si bon que ça comme expérience de jeu, je trouve, versus les autres shooters qui existaient à cette époque-là.
Bon point. Donc, ça finit sa nouvelle? Non, ça finit quasiment pas la nouvelle. Il y a une affaire que moi j'ai trouvé bizarre dans le vidéo, je sais pas si t'as remarqué, c'est goodies, tu sais, les bonus que tu peux y avoir. Ouais. C'est weird la façon qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont gardé ça classique, Ouais. comme si c'était le premier jeu dans le temps. Là. Ouais, Fait que tu 2D. pognes une vie, là, c'est comme un casque 2D qui Ouais. flotte dans les airs. Mais moi, c'est genre, pourquoi t'as-tu battu du Fortnite, ces affaires-là, c'est la même affaire. En tout cas, C'est le style du jeu. Ouais, j'ai de la misère. Moi, ça Toutes les Battle Royale ça- style, c'est un peu ça m'a ce genre. piqué les yeux, là. Il me semble que ça enlève dans Ah l'immersion. Tu sais, pour une affaire multijoueur, je peux comprendre. Mais là, je suis dans une guerre toute. Moi, si tu me donnes un kit de pansement, je veux que ça aille l'air blendé dans l'univers. Je vais un peu dans ton sens pour ça. Mais je pense qu'ils peuvent réussir quand même de quoi d'intéressant. Fait que dans la version 2016, il y avait eu beaucoup de critiques que le Dome était passé sanglant. Fait que ils ont rejeté pas mal de stock dans celui-là. Oh, je m'entends plus. C'est correct. OK. Fait que ils ont rejeté pas mal de stock dans celui-là. Ils ont les pièces d'armure des ennemis, la chair des ennemis, tout ça va pouvoir exploser selon tes attaques, puis va les affaiblir, les handicaper en fonction. Fait que la physique au niveau des blessures des ennemis est supposé être très poussée, ce qui est promis. Ensuite, il y a des retours de méchants. Là, ils vont doubler la quantité de méchants qu'il y avait par rapport au dernier. Là. Puis, ils ramènent le Zombie Soldier. Puis, l'Arc Neutron. Fait que ça, c'était l'espèce de cerveau en araignée robot. Là. Fait que ça va avoir un meilleur bestiaire, va être pas mal plus intéressant, mais il n'y a pas de date de sortie encore. On sait par contre, ça va être PC, Switch, PS4, Xbox One, Alouette. Fait que, on va continuer à surveiller. J'imagine que 3 l'année prochaine, il va y avoir de quoi là-dessus. Il faut. Next news. The Simpsons. Fait que, un deuxième film, 10 ans après le premier. Ouais. Ça a été un esti de succès le premier à l'époque, là, au niveau du box-office. Ça avait fait un 527 millions, je crois. Pour des petits bonhommes, là. C'était énorme, là. À l'époque, ça reste un des records, même, je pense, dans les films d'animation. À la fin du premier film, Maggie parlait d'une possibilité de sequel, mais le réalisateur de cette série-là, qui est David Silverman, lui avait dit après le premier film qu'il voulait plus jamais en réaliser un, parce que tant que la série sera encore en production, ça demande trop de temps, trop d'énergie à l'équipe, c'est trop brûlant. Mais là, ça, c'est des droits qui appartiennent à Fox. Fox vient d'être acheté par Disney. Oui, il y a de l'argent, Fait que Disney, lui, il va presser le citron. Puis plus il est jaune, on va aller à Shelbyville, on va aller chercher les citrons. Puis on va les presser. Donc, ça a été confirmé par le showrunner puis le producteur des Simpsons, Hal Jean, qui est dans l'Entertainment Weekly. Fait qu'ils sont au stade des premiers développements. Il veut pas que ça engendre des risques sur le plan budgétaire s'il en parle trop, fait qu'il va avec des pincettes. Il veut que ce soit un bon film, il veut pas que ce soit un cash grab. Puis lui, il aurait pas besoin d'un deuxième film. Fait qu'il embarque là-dedans juste s'il est bon, tu sais. Fait que c'est là, si on devrait être dans un scénario, ils vont faire de même. Là, ça fait 30 ans. Ça va faire la 30e saison qui commence le 30 septembre. Shit. Fait que ça serait peut-être le temps, avec le rachat de la série par Fox ou Disney, après 30 ans, de prendre une pause de série, de chier un ou deux films, puis d'éventuellement de restarter les Simpsons sur la plateforme de streaming Disney. Puis plus avoir à la mettre sur la TV de Fox, parce que s'ils continuent sans arrêt, ils font une 31e saison, puis c'est plus à Fox TV. Le monde va buzzer. Là. Fait que, moi, je vais te faire, le premier film, ça a été la fin pour moi des Simpsons. Donc, j'ai tellement écouté les Simpsons avant le film. J'ai écouté le film, j'avais quand même... Pour moi, les Simpsons, il n'y avait même pas besoin de suite après le premier film. T'écoutes plus les Simpsons? J'écoute plus les Simpsons. V'là 6 ans. V'là 6 ans, je les avais downloadé un paquet. J'ai dit, hey, Chris, let's go, je recommence les Simpsons. Je recommence du début, je recommence la deuxième saison, je m'en rappelais trop. Je fais comme, ok, c'est bon. Je dis, non, je vais recommencer d'où c'est qu'ils sont rendus, genre 23e saison. On a fait la même, là. Là, je commence à écouter ça, je suis comme, ouais, c'est pas les mêmes Simpsons que
c'est pas la même écriture de un, là, c'est plus le même genre de gag, les personnages ont beaucoup changé, c'est plus les mêmes, ben, ça veut dire c'est plus les créateurs originaux, c'est les mêmes scripteurs Ouais, il y a originaux. beaucoup de Tu scripteurs. sais, ils sont rendus genre dans les top shows, les vrais scripteurs des Simpsons. Tu sais, que les Simpsons que moi j'ai connus, les scripteurs sont plus là. Fait que j'ai pas reconnu les personnages. Je reconnais les personnages par les dessins, mais par leur attitude, leur comportement, je les reconnaissais plus. Fait que j'ai pas été aussi accroché. Puis j'ai comme, après une dizaine d'épisodes, là, genre, j'ai comme débarqué de la saison, puis je fais de la merde. Ouais. J'ai écouté d'autres choses, j'ai pas été capable de rembarquer. Moi, depuis que j'ai plus Télétoon, j'ai pu écouter ça doit faire 10 ans. Là. Ok. Fait que... Mettons, je te dirais, même le monde me dit, tu devrais écouter South Park, c'est la même affaire. South Park, j'ai écouté ça en premier film, le film, je sais pas s'il y en a eu un autre. Le film de South Park est sorti, pour moi, c'était comme, bon, c'est beau, là, c'est comme l'accomplissement d'une série, pour moi, de ce genre-là, c'était le film. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était comme, c'est pas de quoi qui m'a fait découvrir la série, pour moi, c'était plus la fin de la série, pour moi. Mais tu vois, je reste quand même plus investi dans le lore, j'ai vraiment trippé sur le jeu vidéo qui est sorti, puis je serais intéressé à essayer le deuxième. Là, sur, de South Park, c'est mais ça, c'était des très bons. Le 1 était un très bon jeu, le 2 était moins bon, mais c'était des bons jeux aussi. Un que j'ai beaucoup accroché, c'est Family Guy. J'ai écouté 9 saisons avant puis j'ai pas téléchargé les autres. Là, en même temps, du film de Simpson, il parle d'un film de Family Guy aussi, là, parce que c'est Disney aussi qui vient de pogner droit. Là. Mettons, dans le même genre, je suis plus apte à écouter du Futurama, mettons. Ouais, ça existe plus. Non, mais mettons, pour moi, ça, c'est pas une série infinie pour moi. Ouais. Tu sais, exemple, Simpson, je sais pas. Futurama, tu me sors c'est la suite. Crée, je vais peut-être me retaper. Je vais être capable de rattraper dans un, puis je vais écouter la suite. Il n'y a pas eu de fin émotionnelle pour moi, cette série. Tu retaperais ça, tu restarterais ça dans le fond. Plus que les Simpsons, plus que. Ou je me taperais la nouvelle série de Grounding sur Netflix. Faut que je l'essaye. C'est genre Disenchanted, ouais. je me souviens plus, Disenchanted, je me souviens plus trop. Fait que ça, je me taperais ça, tu sais. Mais pour moi, Simpson, Family Guy, ou tu sais, l'affaire d'Henry dans le temps. C'est quoi, Henry pis sa gang, King of the Hill. King of the Hill, là, peut-être même plus que Simpson, peut-être. J'avais trippé sur ça, King of the Hill. C'était drôle quand même par moment. Dans le genre, je préfère aussi bien Family Guy. C'est le personnage Sam Hank Hill, mais en plus épais. Mais mettons, moi, j'ai connu Hank Hill avant Family Guy. Donc, quand je suis arrivé à Family Guy, j'ai pas fait c'est comme la même affaire. Ouais, un peu. Fait que j'ai comme moins accroché, tu comprends? C'est un Super Dad, une affaire de même. Ouais, Super Dad, moi j'ai pas embarqué. C'est la même affaire, c'est l'évolution. C'est King of the Hill, Family Guy, Super Dad, c'est tout le même genre de lignée pour moi. Puis c'est comme, j'ai écouté King of the Hill, j'ai passé à autre chose. T'sais. Tandis que Futurama, c'est pas le même environnement que les Simpsons, c'est pas le même environnement que South Park, c'est autre chose. Je peux voir. Fait que, prochaine nouvelle. News! Captain Marvel, petit easter egg qui est ressorti dans Infinity War. Ouais, je vais mettre un astérisque majeur rouge à côté. Non, mais c'est ça, c'est parce que ça fait les manchettes sur Internet en ce moment que j'en parle. Là. C'est lors du combat à New York. Ouais. Voyons, je peux-tu parler? Tu diras ouais après, ok? Laisse-moi juste finir ma phrase. J'ai même pas dit si je crayais ou pas, Chris. Lors du combat à New York d'Infinity War. On sait qu'ils mettent Obsidian Call Obsidian, puis Proxima Midnight. The Big Children. Le gros, là, avec une tête de métèque, là, puis la fille bleue, là. Bon, ben, on le voit approcher, puis à la ceinture, il y a une ceinture, on voit une ceinture fléchée. C'est quand qu'il est avec Ebonima? Ça, c'est pas Proxima Midnight, c'est Ebonima, puis... ouais, Ebonima. Fait que toujours est-il qu'il y a une ceinture fléchée à la taille. Qui est genre orange, bleu, puis avec des stripes or. Puis là, les théories qui sont mises à flipper sur Internet, c'est que ça serait un morceau du costume de Captain Marvel ou Captain Marvel, un ou l'autre. Puis que ça démontrait qu'il ça a cru une volée à l'un ou l'autre avant toute l'histoire d'Infinity War. Donc, vas-y avec ton fameux... Ben, à vrai dire... mais... Donc, à la base, dans le comic book, ce personnage-là ne possède pas de ceinture fléchée. Là. Non, en effet. J'ai fait mes recherches, puis il n'y a pas de combat direct entre Black Dwarf, qui ont renommé Call Obsidian, et Captain Marvel. Il n'y a rien de notable dans toute la littérature. De deux. Il y a un jouet qui est sorti à propos d'Infinity War où c'est Cult Obsidian a la même ceinture mais il ne possède pas le orange. C'est un rouge
plus écarlate, donc qui ne fait aucune référence à Captain Marvel. Le jeu a été produit avant la réalisation des effets spéciaux, donc à partir des descriptifs donnés des scripteurs, des réalisateurs. Si ce Easter egg-là a été produit et fait vraiment une référence à Captain Marvel, ceci ne fait pas partie du script original, de la description des personnages. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe d'effets spéciaux, si on veut, au niveau de l'informatique, du CGI, qui a pris sa décision de varier quelque peu le rouge vers l'orange. Donc, moi, ce que je prétends, c'est si c'est un Easter egg, c'est pas. Ça va être un peu comme l'affaire de Spider-Man dans Iron Man 2. Peut-être qu'ils peuvent l'introduire comme Easter egg, mais c'était pas l'objectif de ça. Donc, fait que toi, ton argument, c'est le degré de rouge. Le degré de rouge. Ok, parfait. C'est plate, hein? Non, ben, moi, je vais partir de la prémisse que dans un film, mettons que au début du film, tu vois un gun qui est serré dans un tiroir. Il n'est pas là pour rien. C'est ça. Je comprends ton point. La ceinture était pas nécessaire. Pourquoi ils l'ont mis là? Ça pourrait amener à ça. Comme j'ai dit. Mais en même temps, m'empêchera pas de dormir à soir. Puis, tu sais, si il a déjà pété la gueule à Captain Marvel juste avant de s'en venir, ben c'est plate pour tout le monde. Quand Nick Fury a fait le pagé, elle doit être en train de ramasser ses dents à terre. C'est ça. C'est impossible. Elle est supérieure à n'importe quel personnage rencontré dans la MCU. Mais il y a aussi que les costumes de Captain Marvel viennent de Captain Marvel, qui vient des costumes de l'armée, des cuits. Puis il y a un grade où c'est que ce costume-là, il est commun, le rouge et le bleu. Comme je dis, fait que ça pourrait être n'importe quel cuit, ça pourrait être Captain Marvel au lieu de Captain Marvel. Mais c'est pas la Captain Marvel. Je penserais pas. Ça serait très étonnant. Je penserais pas, mais on peut être confondu du quel bon Dieu, on sait jamais. Fait que, dernière nouvelle. Oui. Tom Holland est rendu une tête de turc pour le marketing. Il s'est tellement échappé souvent que je pense que c'est maintenant partie intégrante du marketing d'un film. Ben, fait que... Juste avant de commencer la nouvelle, mettons je serais Marvel, tu vois les campagnes publicitaires de Deadpool qui sont relativement à part le reste des campagnes. Tu vois, toutes les MCU, ça a tout le temps été les mêmes campagnes publicitaires, même marketing. Les films... Eux, ils ont comme trouvé, on peut se démarquer par ça. Pourquoi pas le faire, tu sais, je veux dire. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Tom Holland, il est jeune, il a fait de quoi une gaffe, 2-3 gaffes. Chris, on va l'utiliser. Il n'y a personne d'autre qui fait ça comme marketing. En effet, non, ça marche. Fait que Tom Holland, c'est vrai qu'ils n'ont pas suivi, c'est le gars qui joue Spider-Man en ce moment. Puis sur le tournage de Spider-Man Far From Home, le deuxième, celui qui est le film qui sortira tout de suite après le prochain Avengers. Il aurait sorti un spoilers entre gros guillemets, mais il y a bien des sites qui l'ont présenté comme un spoiler flagrant. Il utilise les fans en montrant des scènes des vidéos behind the scene là, du tournage, où c'est que il dit moi je fais mes jokes, toutes mes stunts moi-même, puis là il montre sa doublure qui se fait garrocher un gros jet d'eau d'en face qui revole puis il tombe sur le cul. Off-screen, un canon en haut, mais off-screen. Un canon en haut off-screen. Fait que ce qui laissera penser que dans les Sinister Six, on fera Hydro Man. Fait que on a rajouté au casting récemment Remy Hee, qui est on n'avait pas encore confirmé son rôle. C'est un Australien avec des traits asiatiques qui joue dans une couple de films là, puis dans la série Marco Polo, je pense. Là. Puis il y a une face de méchant. Fait que j'ai fait une couple de recherches. Hydro Man, il a fait partie des Sinister 12. OK, yeah. Fait que dans l'historique des Sinister, là, il y a plusieurs stations de Sinister là. C'est un marin à la base qui a été emmené juste dans le fond de l'océan avec un sous-marin possédant de quoi à l'intérieur, puis il a frappé le sol, le centre de la terre, puis dans le fond, il était accroché puis à l'extérieur du sous-marin à ce moment-là, puis il a réussi à avoir des pouvoirs, c'est qu'il peut se dématérialiser en eau, il contrôle l'eau. C'est comme Sandman, mais... C'est comme Sandman. L'autre chose qu'on voit aussi dans cette vidéo-là, sur le bien des signes, quand on voit l'acteur, non seulement ça, on voit l'acteur, mais sur le côté, on sait la location
La localisation de cette scène-là, ça se passe à Venise, donc des posters indiquant le cinéma de Venise, toutes des annonces de Venise, donc ça se passe à Venise, cette scène-là. Et Drummond va se battre à Venise. C'est ça, on comprend que Venise, c'est la place où il y a le plus d'eau, fait que Spider-Man, en plus, ça ferait une belle intrigue, donc Spider-Man, que son kit est pas fait pour se battre contre l'eau. On s'entend que c'est s'il va en dessous de l'eau, il est pas capable, on l'a vu dans... quand il tombe dans l'eau, c'est Iron Man qui vient le chercher avec son armure. Là. Donc, il va être obligé de... Puis dans l'histoire le comic book d'Iron Man, c'est exactement l'histoire que Spider-Man utilise ses webs, puis son fluide est pas assez fort, lui, il est capable de démercialiser, fait qu'il est obligé d'upgrader son web. Ce qu'on a vu dans Homecoming, c'est que c'est Spider-Man qui fait, tu sais, son saut, oui, il est donné par Iron Man, mais comme ses webs, c'est lui qui est fait, là. Ouais. Fait qu'il n'aura pas le choix d'utiliser son intelligence pour, non celui d'Iron Man pour, tu sais, les armures d'Iron Man, il va être obligé d'utiliser son intelligence pour upgrader son web pour capturer Hydro Man. Exactement comme dans l'histoire de comic book, là. Puis ça fitterait beaucoup, là, tu sais, je vois vraiment le même genre d'environnement au niveau du comic book ou bien des MCU pour cette approche-là de ce personnage-là. Mais je le vois pas comme super important dans le film. Mais Venise, ça ferait du sens pour la scène de combat parce que l'histoire des Sinister Six, c'est que les méchants se regroupent pour battre Spider-Man, mais chacun veut avoir le killing blow, là, le coup mortel, fait qu'il se challenge, fait que c'est un à la fois. Ça risque d'être à plusieurs, parce qu'on a vu une scène en Angleterre, là, on voit une scène à Venise, fait qu'à plein de places importantes. Il va se faire piéger. C'est quelque chose comme ça, j'ai hâte de voir. Il va se faire motiver à aller à telle place, puis il va se faire attaquer par un dans la meilleure place possible pour le méchant en question. On voit aussi dans la vidéo, on voit 2 sacs. On voit le sac que Tom Holland a laissé à côté de lui. On le voit dans le coin avec des accessoires. On voit le même sac sur le dos de son stuntman. Donc probablement que le costume est dans le sac et non sur lui parce qu'on voit que ses manches sont un peu retroussées puis qu'il porte ses lanceurs de web à ses poignets, mais on voit pas le saut rouge parce que son saut a ses lanceurs, mais tu sais il y a aussi ses vieux lanceurs custom, fait que tu sais il porte pas son saut à ce moment-là puis il se fait attaquer par de l'eau, sûrement Hydro-Man. Mais fait que on voit aussi, tu sais il sait qu'il va se faire attaquer, il est pas genre habillé ou il est comme entre les deux. Faut que je passe subtil, mais je garde des armes, tu sais, pourquoi? Yes, garde. Ouais, j'ai hâte de voir, puis ben aimé, tu sais, le Tom Holland, tu sais, le marketing. Ben, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va sortir encore de Tom Holland. Yes. Parlant de Spider-Man, on va écouter le trailer de Spider-Man au PlayStation 4. T'arrêtes de sortir? Ouais, ça, il était carrément le trailer. Oh yeah! Swimming. Spider-Man, look, next time, leave the fighting to the pros. Si c'est une game, c'est fou, ça. Good one. Ça, c'est du gameplay, là. Kingpin, on voit que le jeu va commencer avec Kingpin. Moi, je pense. C'est un bon méchant. Celui, c'est Negative Man. Rhino. Oh shit, Central Park. Dang. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl problems again. Scorpion. Combat de malade. On voit qu'ils se battent contre les trois sur la même volture. C'est moindrement du gameplay, tout ça, là. Ben, c'est un trailer de gameplay, fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas croire que c'est pas le... C'est mongol. Ça va être crissement bon. Ça fait les meilleurs jeux de super-héros, c'est ceux de Spider-Man qu'on a vu. Ça fait longtemps il y en a que j'ai pas tellement acheté un pas jeu des de bons super-héros. jeux de super-héros d'action. Il y a des jeux de super-héros, mettons, DC Universe, c'était comme pas mauvais. Marvel... Batman en Amazon, pis ça, c'est vraiment bon, là. Mais tu sais, les jeux de Batman, c'est historiquement, ça a toujours été, tu sais, Super NES, c'était pas si mauvais que ça. Ça a tout le temps été des bons jeux. Mais tu sais, je parle de Marvel, mettons que les personnages de Marvel, ça a tout le temps été mauvais. Les jeux de Wolverine, c'était mauvais. Et tu sais, la plupart des jeux de Marvel sont pas super bons. Fait que quand j'ai vu ce jeu-là, je suis comme, Chris, ça va être bon. Je vais juste passer à la vidéo tant qu'à parler de la nouvelle de Spider-Man Far From Home. J'ai hâte de voir ça. Bon, un dossier spécial. On va faire ça vite. Toutes petites affaires. Premièrement, je vais commencer avec un mini hommage à un de mes lutteurs préférés quand j'étais jeune. Jim de Hanville Ned Hart. Connais-tu lui?
Oui, très bien. Il a passé, moi je le connais à cause de j'écoutais la lutte dans le début des années 90, donc un peu après son arrivée, j'ai commencé à écouter la lutte. Puis à l'époque, le meilleur tag team de l'époque, c'était Bret the Hitman Hart, qui était mon lutteur préféré, qui est un Canadien. Et celui-là, Jim the Anvil, qui était le powerhouse de ce team-là. Il est mort hier, ou avant hier. Alzheimer. Il est pas mort d'Alzheimer. Il souffrait d'Alzheimer, ils l'ont pas confirmé. Il souffrait d'Alzheimer. C'était confirmé depuis un mois ou deux. C'était confirmé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est levé dans la nuit. Là, le témoignage de sa conjointe, il s'est levé dans la nuit pour baisser le thermostat parce qu'il avait chaud. Quand il a commencé à baisser le thermostat, il a comme eu une crise d'épilepsie. Genre, il a commencé à shaker, il s'est écroulé, puis sa tête a frappé un meuble à terre, puis il s'est ouvert le front. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Il prenait déjà des médicaments pour l'épilepsie. Dans le fond, depuis quelques années, il avait beaucoup de symptômes, puis il était déjà médicamenté pour ça. Puis il y a une crise qui est arrivée, puis il a juste tombé à mauvaise place. Puis en plus, il souffrait d'Alzheimer. Il a oublié de tomber à la bonne place. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui est arrivé. Fait que c'est comme ça qu'il est mort. Il a oublié de tomber sur le mot. Ouais, à 63 ans. Fait que il a commencé sa carrière en 79. J'ai tellement trouvé un des vidéos les plus marquants que j'ai vu. Je vais te le partir. Ouais, mais les pas, on va se faire couper, là. On pourra pas publier nos Non, mais affaires c'est encore. pas dans la lutte, ça. C'est pas dans WWF, on va être correct. C'est au Stampede. Bret contre Jim the Anvil, mais en 1979. Donc, Bret Hart avait à peine 16 ans. Puis Jim the Anvil était genre 22-23 ans. Ils ont commencé à se battre dans le. C'est ça. Il n'avait pas encore pigé dans la sauce, Bret Hart. Hein? Non, personne n'avait pigé dans la sauce. Même le Jim, c'est parce que c'était un homme fort qui jouait au football. C'est pour ça qu'il y a cette carrure-là. C'est dans la Art Federation, dans le fond. Ils ont vraiment. C'est Jim Hart qui avait sa propre fédération de lutte au Canada qui l'a embauché, Jim the Anvil, pour faire le méchant à Bret Hart à l'époque. C'est vraiment comme ça qu'ils ont commencé à se combattre ensemble. Ils ont passé la majeure partie de leur carrière dans la même équipe ou un contre l'autre. Ça a toujours été des très bons compétiteurs quand ils étaient dans le ring en même temps. Jim the Anvil était reconnu par ses promos. Tu te souviens de toutes ses promos? Ah, ça date de longtemps. J'en starté une, là. Il y en a deux fucking bonnes. Là. Je me souviens du dude, là, mais j'ai très peu de souvenirs de ça. Une en 1988. You talk about contenders. One team certainly in the Ça, on va se forefront. faire couper. None other than the Hart Foundation, Bret the Hitman Hart, and Jim the Anvil Neihart. There are no other teams. Pretty boy. Ah, non, il est rendu, Bret Hart est rendu plus gros que l'autre. C'est à quel point il a pigé dans la sauce. The time is here. It's now. It's the foundation. We've already smashed out and disintegrated the little killer bees. That was easy, right, Hitman? And now, oh, it was easy. It was a piece of cake. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien de And now, scripté. the little Ok. British pups. Bulldog. C'est rire de malade mental. Pipsqueaks, pups, foreigners. Nobody messes with the foundation, and the time has come. Time. Right, man? But else not soon. Hitman is talking about hairstyles. Même Bret Hart, ça ressemble pas, là. Il avait grossi, mais il parlait Il avait pas pris du gras, là. What has that got to do with anything? It's just nobody's business. What's in my hair? It doesn't matter. We're talking about winners here. We're talking about winning. You're talking about a philosophy of wrestling. You're looking at the greatest team of professional wrestling. And the Bulldogs, you're in trouble. You're running against the Anvil and the Hitman. Strength and skill. There is no doubt about it, wrestling fans. One of Ça, the c'est un leading contenders classique for the promo de team tag team de championship here in the l'époque, World mais c'est un Wrestling des Federation, meilleurs. the Hart La promo. You know something? The Hart Foundation, we work in mysterious ways. You know, the Hitman and I, we've been world tag team champions. But if the Hitman, if he has a personal issue that he wants to take care of, that's fine with me. And if I got a personal issue that I got to take care of personally, that's fine with me too, and fine with the Hitman. But when you get the Hitman and the Anvil together as a group,
as a team. As a well-meshed, oiled team, moving and gelling and going, baby, we are good! Yeah! Possibly the best. Ce qui est Il est malade. malade Il mental. est malade. Mais tu sais, c'était vraiment... Il était reconnu pour sa force physique. C'était vraiment un powerhouse. Il a commencé en 79, comme j'ai dit. Après ça, il a rentré dans la lutte en 85, en même temps que l'inauguration de la WWF. Il a été longtemps reconnu comme une des meilleures promos de la lutte. Là. Il y avait Macho Man, il y avait Hulk Hogan, puis après ça, il y avait lui. Bret Hart, il était pas tellement bon en promo. Non, on Il y a- voyait tantôt qu'il parlait pas bien. Mais lui, ses promos étaient vraiment bonnes. C'est une de ses forces. Malgré qu'il est né en Floride, il a commencé en Alberta. Fait que, puis il est devenu le chum de la sœur de Bret Hart. Ensuite de ça, donc il est très proche de la devenu famille beau-frère Hart de depuis Bret très Hart. longtemps. Il a fait partie de la création de la Hart Foundations. Puis il a parti beaucoup au développement de la lutte au Canada. Sa fille Natalia est rendue une big une star. lutteuse, Elle a été une des plus grandes vedettes dans les dernières années de la lutte, mettons, côté féminin. Il est apparu dans un documentaire de Netflix il y a pas longtemps. Ouais. Puis aussi qu'il était déjà vraiment magané. Là. Il a été arrêté en 2010, ça, tout ça, pour possession de drogue, vente de drogue, vol, possession d'armes illégales. C'est un lutteur à C'est retraite, ça. Ouais, c'est ça. Puis sais, la il a façon qu'il s'est pas- fait pogner, c'est parce qu'il a commencé à péter un plomb après une police. Parce que la police, genre, il était parqué, puis il restait dans son char, puis une police qui est venue cogner, puis il dit « Hey, t'as pas d'arme dedans! » Il pétait un plomb, la police l'a embarqué, puis là, c'est là qu'ils ont vu tout ça, là. Et qu'il a fait, je pense, une affaire comme, pas bien de temps, genre 29 mois de prison, une affaire de même. Ouais, c'est quand même pas mal. Là. On peut voir, c'est un match contre 1, 2, 3 Kid, ou bien pour ceux qui connaissent mieux sous le nom de X-Pac, plus tard dans sa carrière. Ce match-là, je l'ai vu quand j'étais flou. C'est un des premiers matchs, parce que c'était vraiment à l'époque où c'est que la lutte commençait à la TV, où c'est que j'avais accès à la TV quotidiennement. Puis, à un dimanche matin, moi, ça avait marqué 1, 2, 3 Kid, c'était exceptionnel de le voir avant qu'il se dope puis tout, là. Mais moi, je l'aimais, One Two Three Kid, Ouais, quand c'était j'étais un jeune. des préférés. Puis ce match-là, on voit vraiment le style de lutteur que Jim est. Il est pas vite, il fait pas. C'était vraiment un classique powerhouse des années 80. Mais c'était ses promos qui le rendraient important. Mais pour ceux qui voulaient le voir se battre, voir c'est qui, on le voit là-dessus. Bon, avant de finir le dossier de lutte, il faut que je fasse un preview de SummerSlam. Ah oui, c'est SummerSlam en fin de semaine, le plus gros show de l'été, la lutte. Hein? Hein, c'est le Noël des campeurs de la lutte. Noël des campeurs de la lutte. Ça fait longtemps, sérieusement, j'ai jamais. Ça fait un mois ou deux qu'ils essaient de hyper le show, puis c'est de la merde. Mais toi, tu vas nous hyper ça. Mais les deux derniers shows ont vraiment été bons. Ok. Les Go Home Show qui appellent, donc le dernier show avant un pay-per-view qui avait ça un Go Home Show. On a eu vraiment des belles promos, là. On a eu, mettons, des vidéos package qui, genre, entre Miz puis de Miz, qui est un lutteur qui vient du Tough Enough, la première édition de Tough Enough. Il est devenu un lutteur, puis on a eu Daniel Bryan, un lutteur qui revient de sa retraite, puis depuis 8 ans, ils ont réussi à trouver fitter toutes les histoires de ces deux personnages-là, pour faire une méga feud entre ces deux-là. Fait qu'ils ont réussi à hyper ça, ils ont hyper Lesnar contre Reigns encore plus, d'une meilleure façon, avec genre un Paul Heyman qui se fait trahir par Lesnar, qui se fait étrangler par Lesnar. Malgré ça, Paul Heyman... Heyman, c'est le seul qui l'a jamais défendu. Ouais, fait que Mais malgré pourquoi ça... il l'a fait? dans le fond, Kurt Angle, là, qui est le GM de Raw, parce que Lesnar, ça fait plusieurs mois qu'il se présente pas, jamais dans aucun événement. La dernière fois qu'il s'est battu, c'était à Greatest Royal Rumble. La dernière fois que j'en ai parlé de la lutte, c'est la dernière fois qu'on a vu Lesnar. Puis là, Kurt Angle l'a obligé à venir pour signer son contrat de SummerSlam. T'as pas le choix de te présenter. T'as un combat à SummerSlam, t'auras pas le choix de te présenter. Il se présente à Raw, mais il reste dans son locker room. Okay. On voit la caméra tout le long, puis on voit genre Lesnar dire je m'en fous, si je lis des magazines, je suis là, je respecte mon contrat, je suis dans l'arena, pas je vais me présenter dans le ring. Là, Heyman, ouais, Kurt Angle, ça, tu te présentes. Là, Kurt Angle, finalement, dans le cours d'un épisode, donne un ultimatum. C'est toi, Lesnar doit se présenter sur le ring, ou c'est toi, Heyman, qui est son agent, mais qui a aussi un contrat avec la WWE, puis toi, ton contrat avec la WWE va être terminé si Lesnar ne se présente pas. Fait que là, il commence par
il s'en va convaincre, tu sais, Lesnar, t'as pas le choix de venir, je vais perdre ma job. Puis là, tu vois qu'il panique un peu. Il réussit pas à le convaincre. Là, à la fin de la dernière promo de l'épisode, on voit Heyman arriver sur le ring du Angle, j'ai pas réussi à le convaincre, puis tu sais, c'est pas vraiment moi qui le contrôle, puis tu peux pas couper mon contrat de même, puis tu sais, supplier pour sa job un peu. Là, Lesnar, tu sais, la musique de Lesnar part, il arrive, là, fait que tu sais, grosse surprise. Puis là, il pogne le micro, puis c'est rare que Lesnar parle depuis qu'Heyman est là, c'est très rare. Quand Heyman est autour de lui, Lesnar parle pas, ça a toujours été sa gimmick, même à l'époque. Ouais. Là, il prend le micro, puis il commence à faire du quoi à Kurt. Tu voulais me voir, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as-tu un problème avec moi? Puis là, il commence à intimider Kurt Angle. Il fait un F5 à Kurt Angle pour le blesser. Après ça, là, Heyman, c'est super content, comme, tu sais, à Lesnar, tu sais, il punk ça, tu sais, Heyman, il est tellement un bon acteur, c'est un des meilleurs ever. Présentement, c'est toujours lui qui est meilleur promo. Dès qu'il script un promo, c'est toujours la meilleure promo. Mais tu sais, il y avait tellement l'acting, fait que, ce moment-là, punk sa cravate, serre sa cravate, hey, j'ai eu chaud, j'ai sauve, là, Lesnar fait comme, ouais, correct. Il regarde Heyman puis il commence à l'étrangler, genre, mais tu sais, c'est pas juste, il fait pas juste un FR, il fait vraiment un étranglement, tu sais, genre, je t'étrangle, je vais t'étouffer. Ouais. Là, tu te dis, Heyman, tellement bon acteur, tu crois à tout de cette scène-là. Fait que là, la WWF finit de même, puis tu sais, Lesnar s'en va avec un Heyman, tu sais, genre, tout scrap dans le milieu du ring. Là, la semaine d'après, ils ont fait une entrevue, genre Paul Heyman en backstage assis, puis c'est comme une entrevue avec Renee Young, une des filles qui fait les entrevues. Puis Heyman a fait la femme battue, a joué le rôle de la femme battue, tu sais. Mais tu sais, ça fait 20 ans que je t'avais, tu sais, je l'ai toujours connu, puis tu sais, il y a personne qui peut l'arrêter, tu sais, c'est pas moi qui le contrôle, mais je prends pour lui, tu sais, je suis quand même son agent, puis il fait vraiment le rôle de la femme battue, mais à la perfection. Là. Il n'y a pas eu une meilleure interprétation d'une femme battue que par Paul Heyman dans ça. Là. C'est malade. Dans la lutte, évidemment. Puis là, la promo finit là dans le Raw. Pour le vrai Raw, ça finit, puis c'est comme sur une note, Paul Heyman, ça va pas bien, puis ça arrête là. Mais ils ont sorti un extra sur le web, genre le 5 minutes exclusif web. C'est que Paul Heyman fait comme, ouais, mais si je dis ça, puis il part avec une idée. Ça finit de même. Fait que juste le hype, tu sais, 3 semaines avant, mais encore il sait de ce match-là. Ça fait 6 mois qu'on sait que ce match-là va arriver, mais en genre 3 semaines, ils ont réussi à hyper cette promo-là d'une très belle façon. Fait que autres, ils n'ont pas besoin d'investir dans des gros scripteurs. Ils disent, j'ai la bande de soccer, on va leur donner 2-3 affaires. Exactement. 2 semaines avant. Puis là, puis l'autre match qui me rend intéressant, Miz, Brian, même affaire, fait full longtemps qu'on l'attend. Ça a été de la merde. Dans la dernière semaine, ils sortent un vidéo package qui parle, voilà 8 ans, nanana. Juste le vidéo package, je m'accroche au match la dernière semaine, mais sinon, je me crissais du match. AJ Styles, Samoa Joe, même affaire, je me crissais. Mais la dernière semaine, ils ont fait une promo où c'est que, genre, AJ Styles, tu sais, c'est un vrai champion, oui, il donne tout son temps à la lutte, fait que Samoa Joe, la feud, c'est comme, il a reçu une lettre de sa femme, comme quoi sa femme veut que Joe gagne, parce que il est jamais présent auprès de ses enfants, etc. Mais de la façon que Samoa Joe, c'est un de mes lutteurs préférés présentement. Il a vraiment de l'air d'un badass, puis il joue dans la tête. La façon que ses promos sont faites, il est capable de jouer dans la tête de tout le monde. Fait que j'adore ses promos, mais en une semaine. Ça a pris une semaine pour m'hyper. Mais sinon, tout le SummerSlam season, c'était de la merde, sauf la dernière semaine. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des prédictions. Je vais commencer par les matchs les plus importants. C'était de la merde. J'ai décidé de faire des prédictions. Ben non, je vais commencer les matchs vite. Là, mettons, le match le moins intéressant pour moi, c'est le match qui va impliquer Cedric Alexander puis Drew Gulak, Cruiserweight. J'écoute pas les hosties de Cruiserweight à 205 Live. Je m'en calisse. Je vais dire Drew Gulak parce que je connais pas c'est qui. Puis first pay-per-view, first title pay-per-view. Il va gagner, juste faire une surprise. Ce match-là va être en kick-off show d'après moi, même si c'est pas annoncé aujourd'hui comme kick-off show. Let's go Gulak. Gulak! Go Gulak. Donc, on va rentrer dans les vrais lutteurs. Un autre kick-off show. Rusev Day, puis sa blonde, contre un Mexicain qui est qui porte pas un luchador qui porte pas le masque. Andrade Cien Almas et sa manager, qui est aussi une lutteuse, Vegas, je m'en souviens plus trop comment que c'est, Selena Vega.
Donc, c'est rendu en mode des combats gars-filles contre gars-filles. Ouais, c'est de plus en plus en mode. Il y a plus de combats de filles. Puis les filles sont meilleures de toute façon. Puis moi, sérieusement, c'est pas le mix tag team qui me dérange. Comme que Rusev Day est dans le kick-off show. Le gars qui te vend le plus de marques, de produits dérivés avec ses calendriers. Il y a des promos, tu sais, son marketing, tous ses objets promotionnels, c'est les plus vendus par le site web de WWE. Okay. In-ring, c'est un des connais meilleurs in-ring qu'il n'y a pas. Tu sais, je veux dire, il est vraiment bon. Ah. Puis, malheureusement, ils le mettent dans un kick-off show. Ils ne donnent pas de visibilité à un des meilleurs lutteurs. Pourquoi son contrat avait déterminé. Puis, il a souvent shouté après Vince McMahon ou c'est qu'il était mal utilisé, etc. Fait que, d'après moi, c'est un de ses derniers pay-per-view. On l'entendra plus parce qu'il n'a jamais fermé sa gueule. Puis, Andrade Cien va gagner avec sa manager. Pourquoi? Parce que sont en train de bâtir. Même Andrade a failli battre le champion dans son premier match, un peu à la John Cena. John Cena, dans le temps, avait presque battu Kurt Angle. Andrade Cien a presque battu AJ Styles dernièrement. Donc, ça m'étonnerait pas que... c'est pour ça que je prétends qu'ils vont gagner. Tu peux pas scraper des nouveaux personnages aussitôt dans leur carrière. Prochain match tag team, champion tag team de SmackDown, de Bludgeon Brothers, les frères Matraque contre The New Day. Donc, moi, je prétends que ça va être encore les Bludgeon Brothers qui vont gagner. Pourquoi le New Day, c'est une gimmick qui est vieille, là, ça fait 10 ans, non, j'exagère, ça fait 4 ans qu'ils sont dans ce genre de gimmick-là, puis ça fait plusieurs fois qu'ils sont champions, qu'ils perdent, etc. L'histoire dans cette feud-là, c'est l'histoire qui en a l'air de ça, c'est que The Bludgeon Brothers sont champions, sont imbattables depuis un certain temps, puis le New Day a gagné un tournoi pour se rendre premier contender, puis à chaque fois les Bludgeon Brothers sont toujours là, puis ils surveillent de loin, puis ils font leur frère matraque, puis ils font peur au monde. Donc l'histoire est très vide. Non, l'histoire est vide. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas plus de temps là-dessus. Finn Balor contre Constable Baron Corbin. Donc ici on a le gars qui fait le gros sourire, Finn Balor, qui promeut le mouvement LGBT. Hey, si bon, je vais me faire caler, c'est une voilée. Ouais, donc pour lui c'est promeut vraiment ça, c'est ce lutteur-là. Mais présentement, plusieurs pensent qu'il est en train de faire il s'est fait dire qu'il était l'homme sourire, puis là il l'exagère dans son personnage pour se faire crisser dehors de la lutte. Beaucoup prétendent ça. Mais malgré tout, Corbin n'est pas un vendeur de tickets, fait que je prétends que Balor va gagner. L'histoire en de ça, c'est que Corbin étant le représentant de Stephanie McMahon à Raw, parce que Stephanie McMahon, c'est comme la propriétaire de Raw, si on veut, puis Kurt Angle, c'est le GM. Mais Stephanie trouve toujours que Kurt Angle fait des mauvaises décisions, fait qu'elle a envoyé un représentant qui est un lutteur, qui sa gimmick allait nulle part en tant que Lone Wolf. Ils l'ont pris, puis ils ont mis un Constable Corbin, qui est devenu le représentant de Stephanie. Puis lui, il abuse de son pouvoir, en particulier sur le monde qui sont faibles. Donc, mais lui, il n'est pas vraiment Finn Balor, il est un très bon lutteur indie, il a fait une très belle carrière. Mais là, présentement, il représente fait que c'est comme une victime parfaite pour un genre de personnage d'autorité. Mais c'est sûr que Balor va gagner. Je vois ça venir gros comme le bras. Bon. Daniel Bryan comme The Miz, justement le match qui a été promu en une seule semaine, mais qui fait que ça va être bon ce match. Un dream match, parce que plusieurs, tu sais, Daniel Bryan a fait 10 ans de New Japan Wrestling avant de rentrer dans le NXT. Puis c'était Miz qui, lui, vient d'une télé-réalité qui était son coach. Mais c'est pas le gars qui avait une commotion puis qui voulait pas que la WWE voulait pas qu'il revienne? Ouais, exact. Là, il est revenu parce que s'il menaçait d'aller lutter dans d'autres ligues, puis la lutte dit à Chris, non, je vais perdre de l'argent. Fait qu'il dit, oh non, finalement, t'es correct pour te battre. Fait qu'ils l'ont recommencé, puis depuis ce temps-là, ils ont comme fait genre tous des fucking full dream match avec lui. Tout le monde voulait ce match-là, ils font ce match-là, puis finalement, il y a quelqu'un qui intervient. Il y avait une team avant avec Kane, lui, là. Fait qu'ils ont fait la team Hell No. Ils ont fait la team, ils se sont battus une fois ensemble. Pendant ce match-là, Kane n'était pas présent au début du match, il est arrivé, puis il était blessé une jambe pour vrai, fait qu'il n'a pas pu faire le match. Ils ont arrêté l'histoire de 2-3 semaines à scraper à cause que Kane s'est fait une blessure. Okay. Fait que le refaire l'équipe a pas fonctionné. Le Team Elno a pas eu tant de nostalgie qui a roulé autour de ça. Le seul dream match, il en reste une coupe contre AJ Styles, contre les Big Stars, mais la seule histoire restante avec lui, sauf genre, hey, je t'invente un dream match contre tel bonhomme, c'est contre Miz qui était son
qui était son coach sans expérience versus un gars qui était dans la lutte indie depuis très longtemps. Fait que c'était ridicule à l'époque. Puis même, ça avait fait des froids dans le backstage area pour vrai. Là, Bryan n'était pas content de cette position. Il a quitté la lutte, il a quitté la WWE à cause de ce rôle-là. Okay. Fait mais là, ils réutilisent ça dans cette histoire-là. Ils ont pris le vrai feeling de Brian Ryan, puis ils ont récupéré plein de moments dans les deux carrières pour en faire une vraie feud. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment l'ultime match. C'est le faux coach qui a géré un lutteur qui était déjà professionnel, mais qui a jamais eu, à cause son coach le détestait, il a jamais eu la chance d'être champion rapidement. Fait que c'est vraiment la fin de l'histoire entre les deux qui va se produire à SummerSlam. Daniel Bryan va gagner parce que Chris mais malheureusement a gagné puis ça ne sera pas un match exceptionnel. Je m'attends à un crappy ending assurément. Bon. United States Championship, Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy. Ben oui, il lutte encore Jeff Hardy. L'histoire là-dedans, c'est que Jeff Hardy s'est fait péter la gueule en 6 secondes au dernier pay-per-view pour perdre sa ceinture. United States Champion contre Shinsuke Nakamura. Depuis ce temps-là, Nakamura triche pour gagner ses matchs, où les fois que Jeff Hardy a été... la seule fois que Jeff Hardy, mettons, à deuxième show après ce dernier pay-per-view-là, il allait reprendre son titre contre Shinsuke Nakamura, mais Randy Orton est arrivé nulle part, puis il a lancé un RKO, puis là, on savait pas trop pourquoi. La semaine d'après, c'est arrivé, puis là, on a appris que Randy Orton faisait ça parce que là, moi, j'étais le Legend Killer quand j'étais arrivé. Maintenant, c'est moi la légende, puis là, il y a du monde qui vont prendre le titre de légende, je fais que j'empêche ça. Fait que c'est pour ça que j'attaque Jeff Hardy avant qu'il devienne une légende, là, mettons. C'est un peu bizarre comme le pourquoi de ça. Étonnamment, la WWE a été obligée de sortir un peu Orton de l'histoire. Pourquoi? Parce que présentement, il y a de l'air d'avoir des fausses accusations contre Randy Orton légalement. Il n'y a pas plus de détails qui est sorti, mais il serait sûr. Je sais pas. On ne connaît pas les détails. Donc, ils ont comme mis Orton de côté pendant 2 semaines. Donc, ils ont comme étiré la sauce entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Jusqu'à cette semaine, c'est que Orton a réapparu en backstage puis il observait le match entre Shinsuke Nakamura et Hardy, où c'est que Jeff Hardy a réussi. C'était Jeff Hardy contre un autre, fait que là, Randy Orton checkait Jeff Hardy. Finalement, Nakamura est intervenu. Puis Hardy, malgré l'intervention de Nakamura, a gagné le match, puis a donné de volet à Nakamura. Fait que là, j'ai gagné. Puis là, ils ont vu comme la caméra virer sur Orton, qui est comme backstage. Mais le match à SummerSlam, ça reste encore Nakamura contre Hardy. Tout le monde s'attend à l'intervention de Randy Orton. Mais moi, je crois que ça va être Nakamura qui va gagner encore une fois à cause de Randy Orton, tout simplement. Bon. C'est plate, mais c'est ça. SmackDown, champion de filles, avec un triple threat. Carmella, celle qui n'est pas une vraie lutteuse, mais qui est une diva, qui est la championne, contre Charlotte Flair et Becky Lynch. J'aimerais bien ça que ma Becky Lynch gagne parce que c'est ma préférée. C'est une ancienne clown, en passant, Becky Lynch, avant d'être lutteuse. Mais c'est une anglaise, puis c'est juste à cause de son accent, il faut qu'elle gagne. Charlotte Flair, elle va gagner. Pourquoi? Ben, le Flair dans son nom. Le Flair n'a pas tout le temps tout gagné. Non, mais c'est la lutteuse la plus protégée de la lutte présentement. Elle revient d'une blessure. D'après moi, ils veulent virer Becky Lynch heel. Fait qu'ils vont dire, hey, Charlotte, initialement, le match, ça se faisait être Carmella contre Becky Lynch. Puis Becky Lynch a gagné sa place par un tournoi, tandis que Charlotte Flair revient d'une blessure, est introduit à quelques semaines du match de SummerSlam. Là, d'après moi, Flair va gagner. À la fin, ils vont arriver pour serrer la main, puis le Lynch va genre turner heel parce qu'elle pense, elle se croit être la vraie prétendante au titre et non Flair. Ça prépare un heel turn de Becky Lynch. Moi, j'aimerais bien ça. Mais Flair va gagner. L'Intercontinental. Il y en a donc bien des matchs dans ça. Ah non, tabarnak. Le monde prétend un show de 7 heures. Vas-tu prendre 7 heures à faire le tour? Ah oui, assurément. Champion intercontinental, Dolph Ziggler contre Seth Rollins. Le match fait longtemps que ça se trame. Là. Dolph Ziggler, il reste 3 mois son contrat dans la lutte, ça a de l'air. Puis Seth Rollins est le lutteur le plus en feu présentement in-ring. Là. C'est le meilleur in-ring actif. Il se blesse pas. Il est sur un hot streak depuis 2 ans. Il n'est pas tout le temps à la ceinture, mais tous ses matchs sont toujours parfaits. Il se blesse jamais. C'est toujours un des plus hauts de la lutte présentement. La foule est avec lui. Tout va bien pour lui. La foule m'énerve depuis un bout, à vrai dire, parce que Drew McIntyre, c'est le helper.
OK, l'histoire de Dolph Ziggler, tu fais une comparaison Shawn Michaels puis Big Diesel dans le temps. Là. C'est la même histoire. Tu prends deux nouveaux personnages, tu refais la même histoire. Donc, un qui est petit, rapide, qui est surprotégé par un gros beef super puissant qui peut même s'affronter à Brock Lesnar. Il y a eu quasiment une égalité entre lui et Brock Lesnar dans un match comme multiple. Il y a comme eu un match de gros beef, là, genre non, c'était la Greatest Royal Rumble, dans le fond, qui est revenu. C'est dans le Royal Rumble, il a été quasiment compétitionné. La lutte le voit big. Okay. Il est surprotégé dans Dolph Ziggler. Fait que les matchs depuis 2-3 semaines, c'est toujours la même affaire. Ziggler qui passe proche de gagner, qui perd et qui passe proche de perdre, mais c'est toujours lui, le gros beef qui fait gagner ses matchs. En gros, c'est ça l'histoire. Puis là, de la semaine passée, cette semaine, Dean Ambrose est revenu, un des membres du Shield. C'est l'unité de 3 que Seth Rollins faisait partie avec Roman Reigns dans le temps, puis Dean Ambrose, qui étaient les 3 big stars, les 3 individuellement ont gagné des titres, c'est les 3 plus poussés de la lutte. Fait que là, Dean Ambrose est revenu avec une nouvelle coupe de cheveux, puis a aidé Rollins à gagner. Fait que le SummerSlam, on sait que ce sera pas un autre Drew McIntyre qui casse la gueule à Seth Rollins pour faire gagner Ziggler. Okay. On attend d'autres choses. Moi, j'attends par contre un heel turn, genre Dean Ambrose qui va trahir Seth Rollins à la fin du match pour avoir le titre intercontinental ou se donner une chance à avoir un titre intercontinental. Ça finira juste 3 matchs. La championne de filles à Raw cette fois-là, Alexia Bliss contre Ronda Rousey. Deuxième chance au titre depuis son arrivée dans la lutte à Rousey. Encore une fois, elle n'a pas fait aucune gaffe, ni dans ses promos, ni dans ses in-ring combats depuis qu'elle est arrivée. Okay. C'est la meilleure lutteuse que j'ai vue. Elle est agressive. Tous ses combats ont de l'air réel. C'est la meilleure. Vu son contrat, elle n'a pas le choix d'être dans les big title matchs. Elle est toujours dans les premiers. C'est elle qui amène les contrats avec Fox, avec toutes les choses. Donc, ils la mettent encore une fois dans un title picture. Anyway, elle ne s'est pas plantée, comme je dis. Par contre, elle va perdre ce match-là encore une fois. Ça serait trop vite. Ça serait trop vite. Ils n'auront pas le choix c'est trop vite pour l'être. Il faut qu'elle gagne encore de l'expérience. Même si elle est parfaite, il faut qu'elle gagne encore de l'expérience pour gagner son titre ou à WrestleMania. C'est sûr qu'ils ne la feront pas gagner pendant le milieu de l'été. Tu la mets à WrestleMania pour faire l'événement de l'année. Et Jay Styles contre mon préféré, Samoa Joe. Hein? Fait que ça, pourquoi c'est un dream match? Ces deux-là, à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est les meilleurs combats in-ring. Le seul problème, c'est que le match est pas comme super anticipé. Okay. Mais in-ring, ça va être le meilleur match, potentiellement un des meilleurs matchs in-ring de cette soirée-là. Samoa Joe puis AJ Styles. Pour tous ceux qui écoutent un peu d'indie, c'est le match que tout le monde veut voir. Puis cette fois-là, c'est pour un titre. Il n'y a pas trop de tierces parties qui tournent autour du match. Il n'y a pas de special rules. Comment ça va finir? Ça va être vraiment in-ring, ça va être un bon match. Malheureusement, je sens que le show va être long, puis rendu à ce moment-là, je vais quasiment dormir. Fait que ça va être tough pour moi de l'écouter et de l'apprécier. Mais Samuel Joe va gagner. Pourquoi? Ça fait 2-3 semaines qu'il parlait, fait 400 quelques jours que JJ Styles est champion. Ouais, c'est ça. Fait 404 jours qu'il est champion. Time to change. Le vent de changement de SummerSlam, préparer la saison de WrestleMania. Dernier match, Brock Lesnar pour le champion universel. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Tout le monde dit que c'est le dernier match de Lesnar dans WWE. Et qui va gagner? Il va perdre. Il va perdre? C'est son dernier match parce qu'il y a une signature presque confirmée en UFC contre Daniel Cormier. Il va partir sur une défaite? Il va partir sur une défaite, va laisser la place à Roman Reigns, mais ce ne sera pas une vraie défaite. Dans le fond, une défaite ne sera pas une défaite. Ça va être cash in. J'ai oublié de passer le match de Braun Strowman. J'ai oublié un match, c'ti. Ben oui, tabarnak. Braun Strowman contre Kyo. Kevin Owens contre Strowman. Ah oui, je vais parler de lui avant. Pourquoi que je dis que Strowman va gagner? Parce que les 2 derniers matchs entre ces deux-là ont été gagnés par Kevin Owens. Fait que Strowman va se gagner. Pourquoi? C'est les big stars. Les deux sont un peu protégés. 50-50 booking. C'est la façon de protéger tout le monde. Okay. Je reviens au dernier match. Reigns va gagner. Pourquoi? Ce qui va arriver, c'est que Reigns va gagner contre Lesnar de justesse. Crappy ending. Puis là, Strowman va venir cash in son money in the bank parce que c'est Strowman qui est là puis il va voler la ceinture à Reigns. Donc le titre de Reigns sera
durera pas longtemps, puis il va virer heel tout de suite à cause de ça. Chris, j'ai pas été capable de gagner mon titre longtemps, je vais me battre contre Monster Among Men qui est tellement aimé de la foule que tu peux pas le mettre heel. Tu peux pas mettre Braun Strowman heel à ce moment-là. Donc, Reigns Gong garde son titre que quelques temps avant de le remettre à The Monster Among Men. C'était mes prédictions pour SummerSlam. Fait que dimanche, 5h à 1h du matin. Non, je sais pas, ça doit que le plus chaud doit commencer à 6h, puis le show doit finir à minuit le soir à peu près. Tabarnouche. Ouais. Bonne chance. Ma blonde va être contente. Fait qu'on finit là-dessus. Ciao, bye! Ciao. Paul, I really appreciate you being able to sit down with me tonight. Now, last week, when Monday Night Raw ended, it appeared that you and your client, Brock Lesnar and yourself have severed your business ties. Where do you and Brock Lesnar stand right now? I don't know. Brock Lesnar has disconnected his phone number, and I've tried to reach him through intermediaries, and I don't know where we stand. So you've not spoken to Brock Lesnar at all since last week? No. Okay. Well, Paul, And not that I haven't wanted to, but obviously he doesn't want to take my phone call. Paul, I understand. You know, I have a problem with this, guys, to be honest. Brock's not going to like this. I mean, I'm out here talking in public about this. This is kind of like a private matter. It's just going to piss him off more. We can go from your point of view if you like. I mean, it seemed abundantly clear last week that Brock Lesnar does not consider you his friend, that you're his employee. Do you consider Brock Lesnar? You're really enjoying this, aren't you? Like I have this coming. Like No. I deserve this. Paul, I'm just trying to get to the bottom of what exactly happened between you and Brock. So am I. So do you consider Brock Lesnar a friend of yours? Yes, I do. And my children consider his children to be their friends. I don't want anybody close to my family. He certainly doesn't want anybody close to his family. This is not how I envisioned it ending. We always, since the beginning, we've always talked about riding off into the sunset together. The Universal Championship over one shoulder, the UFC title over the other, and me standing behind him, proclaiming to the world, the reigning, defending. Paul, at this point in Brock Lesnar's career, do you think that he still needs Paul Heyman? Paul, do you want to take a minute? Come on. Do it. Just do it. Do your job. All right, well, let's just reset. You spent a lot of time here. Hypothetically, if Brock Lesnar was not around, is there anybody else here that maybe you have your eye on as a potential client? Wouldn't that question be inconceivable a week ago? Wouldn't it be? Wouldn't it be? Sure. This whole situation is inconceivable to me. How can I just go with somebody else? Just interchangeable? Okay, well, SummerSlam, this is my final question to you. Brock Lesnar or Roman Reigns for the Universal Championship, who's going to walk away the winner? I've known Brock Lesnar for 16 years. I've been through every up and down that he has accomplished and that he has suffered. And I've never seen Brock Lesnar like this. I've never seen him more driven. I've never seen him more focused. And I know this isn't a word we like to use around here. I've never seen him more violent.
against this Brock Lesnar, Roman Reigns doesn't stand a chance. Wait, you were just going to say something, unless what? Paul, unless what, though? Unless Roman Reigns does what?